La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin ? Quelle voie ? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. De la Mauritanie au Bénin, en passant par le Sénégal, des milliers de communautés vivent au rythme de la mer. La pêche artisanale, souvent invisible dans les grandes décisions politiques, est pourtant un pilier fondamental de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. On entend peu parler de pêche dans les débats internationaux sur la souveraineté alimentaire, car à l'origine, le concept a été conçu par et pour les paysans et paysannes agricoles. Et cette année, l'un des objectifs du Forum Nyéléni 2025 a justement été de corriger cette asymétrie pour redonner sa place à la pêche artisanale dans les débats globaux. Qu'il soit sur une pirogue ou dans un champ, le combat est le même. Les pêcheurs artisanaux et les petits producteurs agricoles font face à la même logique d'exclusion. Accaparement des ressources, pression des marchés internationaux, politique publique tournée vers l'export et l'agro-industrie. Qu'en est-il au Sénégal, deuxième producteur de poissons d'Afrique de l'Ouest, devant la Côte d'Ivoire et le Bénin ? En 2019, la pêche artisanale y représentait à elle seule 8 poissons sur 10 sortis de l'eau. Quels sont les leviers pour défendre la pêche artisanale et lui permettre de jouer son rôle dans la construction des systèmes alimentaires souverains ? Dans cet épisode de Grain de Sel, nous donnons la parole à Daouda Ndiaye, pêcheur sénégalais et coprésident du Forum mondial des populations pêcheuses, une plateforme internationale phare qui représente et défend les intérêts des communautés de pêcheurs artisanaux à travers le monde. Et vous écouterez également Aguemon Dossa, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Un épisode présenté par Caroline Dublé d'Interréseau. Et Patrice Da, chargé de communication et du plaidoyer à Inades Formation Burkina. Daouda Ndiaye, vous êtes un pêcheur sénégalais devenu porte-voix international de la pêche artisanale. En quoi ce type de pêche est-il essentiel à la souveraineté alimentaire, au Sénégal ou ailleurs en Afrique de l'Ouest ? Ici au Sénégal, nous sommes battus pour que les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs, tous se mettent ensemble. Parce qu'on a fait récemment la loi sur la loi agro-silvopastorale. Maintenant, on a augmenté la loi agro-silvopastorale et halieutique. Comment travailler ensemble? Parce que nous sommes tous des producteurs d'aliments. Parce que le cultivateur, quand il cultive, il a besoin de viande ou de poisson. C'est nous qui produisons ce poisson et le poisson est la principale source de protéines plus accessible pour les populations. En tout cas, nous, en tant que WFFP, nous sommes dans une dynamique plus large pour la souveraineté alimentaire. Bon, nous participons activement au forum international comme Nyéléni, contribuant à élargir la conception de la souveraineté alimentaire au-delà de l'agriculture, inclure aussi pleinement les systèmes alimentaires aquatiques sur le processus. On parle souvent de souveraineté alimentaire se référant au monde agricole. Comment ce concept résonne pour les communautés de pêcheurs? Souveraineté, c'est ce qu'on aspire tous. On était souverains, mais maintenant, je crois que avec la pêche et le secteur de la pêche artisanale, qui ont des moyens très limités, c'est très difficile. Et c'est ce que nous aspirons tous, la souveraineté. Cette approche s'aligne parfaitement avec ce que nous prenons. Production respectueuse de l'environnement, capable de préserver les ressources pour les générations futures. Partout en Afrique, pas au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, on mange du poisson exporté d'aquaculture qui nous vient des pays asiatiques et sud-américains et ainsi de suite. Actuellement, la plupart des poissons qu'on mange, surtout
période de saison des pluies, c'est des petits poissons importés. Nous, qui étions un pays d'exportateurs, on n'arrive plus à vivre de ce poisson-là. Donc, c'est difficile de parler de souveraineté, même de sécurité alimentaire. On peut rappeler que le Sénégal a décidé l'année dernière de ne pas reconduire son accord de pêche avec l'Union européenne. Accord qui permettait à des navires européens de prélever des milliers de tonnes de thon et de merlu dans les eaux sénégalaises. Un premier pas, peut-être, vers une meilleure protection de la ressource. Alors, je me tourne vers vous, Aguemon Dossa. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Bénin. Quelle est l'importance de la pêche artisanale dans votre pays? La pêche au Bénin est essentiellement artisanale, que ce soit maritime ou continentale. Et c'est jusqu'à 3,5% du produit intérieur brut. C'est 57 000 pêcheurs qui sont quand même engagés dans cette affaire. C'est pas petit, que ce soit maritime ou continentale. Et en termes d'emploi, sur toute la chaîne, on évalue à peu près à 600 000 emplois. Donc, c'est un secteur important pour nous qui nous a fourni pour le chiffre de 2024 jusqu'à 85 000 tonnes de poissons frais sur des besoins qui vont largement au-delà. Au bas mot, il nous faut 120 000 tonnes pour ce qui est des besoins. Donc, nous sommes déficitaires. Nous faisons recours à des importations. Certaines importations, c'est pour le Bénin, d'autres vont ailleurs aussi. Mais pour 2024, d'après les données officielles, on en a importé jusqu'à 107 000 tonnes de poissons. Même si tout n'est pas consommé au Bénin, c'est beaucoup de sorties de devises. Alors imaginez que la pêche artisanale n'était pas là. Où serions-nous? C'est ça la question. Donc c'est une catégorie d'activité, un sous-secteur et une catégorie d'acteurs importants pour eux-mêmes, mais pour toute la nation aussi. Parce qu'il y a aussi les questions de qualité du poisson que nous mangeons. Les poissons issus des pêches, quand les eaux sont propres et c'est local, c'est toujours différent. Quels sont les défis en matière d'équipement, de gouvernance ou de concurrence? Il y a des challenges au niveau de cette pêche. Comme je vous l'ai dit, la pêche industrielle n'est pas trop développée pour l'instant au Bénin. Mais il y a des bateaux qui sont agréés. Des navires obtiennent des agréments pour faire la pêche. Et à certains égards, ça crée la concurrence aussi avec les pêcheurs artisanaux. Et parce que les méthodes de pêche aussi posent problème, hein, il faut aussi le dire, des deux côtés. Du côté de la pêche artisanale, ils sont sous-équipés et ne vont pas au-delà d'un certain nombre de miles. Or, s'ils avaient la possibilité d'aller plus loin, les captures vont augmenter, leur condition de vie va s'améliorer et même le pays aussi va moins importer. De ce point de vue, il y a une petite tension avec la pêche industrielle. Et c'est pourquoi le Bénin, évidemment, nous contrôlons les licences que nous accordons, mais le Bénin est en train de mettre en place une politique aussi pour mieux équiper les pêcheurs, de sorte qu'ils aient des engins de pêche qui peuvent aller un peu plus loin, mais aussi assainir les outils de capture pour ne pas affecter le cycle des poissons. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a les questions de sécurité maritime, qui est une question régionale, qui aussi est une menace pour cette pêche-là également. À ce niveau, je crois qu'il y a une dynamique régionale qui est en cours, des systèmes de surveillance qui sont installés, et le Bénin est pleinement engagé donc aussi dans cette dynamique-là. Daouda Ndiaye, en novembre 2024, 10 ans après les premières licences de pêche accordées aux chalutiers européens, le nouveau gouvernement sénégalais n'a pas renouvelé les accords de pêche avec l'Union européenne. Cette revendication faisait partie des 13 points de la charte pour une pêche durable que vous avez rédigée. C'est donc une très grande victoire, mais qui semble arriver finalement trop tard. Car au-delà de la qualité alimentaire d'une nourriture riche en oméga 3, au-delà des infrastructures et des accords internationaux, parler de pêche, c'est aussi parler d'exode. Et chaque année, des milliers de jeunes pêcheurs sénégalais tentent de rejoindre les Canaries, faute d'avenir. Comme je l'ai dit la semaine passée à l'ambassadeur de l'Espagne et de la France, du Luxembourg et de l'Italie,
On était avec une forum social. Je l'ai dit que si ce n'était pas les jeunes pêcheurs qui sont allés en Espagne, nous allons vivre dans une précarité extrême. Donc, personne ne dira que si les jeunes vont arrêter à venir en Espagne, parce qu'ils dépendent exclusivement de la pêche. Et si la pêche n'arrive plus à les nourrir, ils ne restent pas là à mourir de faim. Pour eux, mieux vaut mourir dans l'océan ou arriver en Europe emprisonné que de rester là-bas. Ici, voir ta femme malade, tu ne peux pas le soigner. Se lever le matin, tu n'as rien à donner à tes enfants. C'est des options qu'ils ont choisies d'aller brader la mer et essayer d'avoir une monde meilleur. Mais c'est pas pour se suicider, parce que vraiment, ils savent ce qu'ils font. Tout ça, c'est des causes de la pêche industrielle qui a décimé les plantations de poissons, qui a détruit les habitats marins, privant les communautés de leurs moyens de subsistance. Il y a aussi la compétition inégale pour les ressources, par le fait que les pêcheurs ne disposent généralement d'une mobilité limitée et ne peuvent pas facilement changer de zone de pêche. Quand il y a beaucoup de poissons sur le marché, on pourra peut-être stocker de poissons au lieu de le donner à des industries de farine de poissons pour qu'ils transforment ça. Parce que si tu gardes ce poisson presque 1 ou 2 mois, tu vas arriver à le vendre, parce que durant la saison des pluies, les poissons se font rares, les prix flambent. Le poisson n'est plus accessible à tous et faut que certaines politiques changent de fusil d'épaule sur ce point. Aguemon Dossa, en tant que directeur de cabinet du ministre de la Pêche du Bénin, vous êtes un acteur clé de la transformation durable des systèmes alimentaires. Le stockage et la conservation sont-ils également des aspects que le Bénin cherche à améliorer? Il y a aussi des points de débarquement aménagés qui sont en train d'être créés au niveau d'autres bassins, tels que Grand Popo, pour pouvoir mieux offrir un meilleur cadre d'abord aux pêcheurs, une meilleure chaîne de froid, parce que ça aussi c'est des aspects. Il y a aussi des pertes post-récoltes dont il faut tenir compte. Une meilleure chaîne de froid pour que les pêcheurs travaillent dans de meilleures conditions, que la qualité du poisson en soit améliorée et que le produit qu'on met sur la table du consommateur soit de meilleure qualité. Daounda Diaye, on peut tracer le parallèle entre les trajectoires des familles paysannes et des familles de pêcheurs qui se battent contre l'accaparement des ressources, l'injustice sociale, la marginalisation dans les politiques publiques et la domination de modèles agro-industriels qui menacent leurs moyens de subsistance. Que révèle, selon vous, cette évolution sur la place de la pêche artisanale aujourd'hui? Moi, par exemple, je prends mon cas quand j'ai fait l'école un peu. Je suis en 5e, après je suis devenu pêcheur à travers mes parents et mes grands-parents. Ma mère était transformatrice de poissons. Mon père, mon grand-père était cultivateur, en même temps pêcheur. Mes oncles sont des pêcheurs. Donc, j'ai hérité de la pêche à travers la famille de ma mère. Et on vivait de cette pêche-là, parce que mon grand-père avait des champs. Durant la saison des pluies, il allait faire cultiver ces champs. Quand mon oncle et mon grand-père amenaient du poisson, c'est eux qui fumaient ce poisson pour essayer de le revendre. Donc, en ce moment-là, vraiment, il y avait des périodes, des alternatives à la pêche. Mais actuellement, avec l'urbanisation, la population, la démographie, parce qu'en ce moment, le Sénégal était à 7 millions d'habitants. Maintenant, on est à 18 millions. Beaucoup de gens du monde rural sont venus s'ajouter aux gens qui habitent dans les côtes et partagent le même travail qu'eux, parce qu'il fallait que peut-être ces gens-là vivent. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui ont fait exploser
Donc, la pêche artisanale et aussi les États, pour des raisons économiques, signent des accords et vendent des licences de pêche à des navires étrangers. Aguemon Dossa, les licences accordées à des navires industriels sont-elles, selon vous, une menace pour la pêche artisanale au Bénin? Les problèmes sont connus, mais les stratégies communes, en dehors de la question sécuritaire dont j'ai parlé, et par rapport aux menaces que constituent donc la piraterie maritime et autres, et la surveillance qu'il faut, c'est là où il y a aujourd'hui convergence vraiment. Pour le reste, chacun y va à sa manière. Le Bénin aussi a retiré des licences à des navires. Le Bénin aussi en a fait. Et parce qu'il n'y a pas toujours la transparence dans cette affaire. Mais évidemment, on ne peut pas comparer. Les côtes sénégalaises sont nettement plus riches. Sont nettement plus riches. Les côtes marocaines, n'en parlons pas, etc. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Selon les pays, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qui est clair, c'est clair que le Sénégal, certainement, après évaluation, a senti que certainement, il faut revoir les choses. Évidemment, les mers n'ont pas de frontières. Les poissons n'ont pas de frontières. Ils vont circuler. L'idée, c'est comment on optimise les captures sans remettre en cause les grands équilibres et que le pays en profite. C'est ça la vraie question. Je crois que le premier problème, de mon point de vue, c'est que on vient faire des captures dans ces eaux-là, en même temps que ces pays ont besoin de ces poissons, ne serait-ce qu'une partie, peut-être, le tout est amené ailleurs. C'est peut-être là aussi la question. Évidemment, chacun a ses atouts dans ce jeu. Les navires venant d'ailleurs sont d'un certain rang, il y a de l'expertise, c'est plusieurs décennies d'expérience que les nationaux n'ont pas ici, et il y a probablement qu'ils ont des techniques qui, disons, sont un peu au-dessus. Mais je crois qu'il faut trouver un compromis pour que une partie des captures reste dans la sous-région, que les populations en profitent et ne se fâchent pas, surtout que ça peut livrer la concurrence même à la capture de la pêche artisanale ou des pêcheurs locaux. Si cette concurrence-là rentre dedans et que les produits capturés par les navires internationaux vont ailleurs, je crois que ça comporte un enjeu politique pour les pouvoirs qui sont en place. Daouda Ndiaye, on estime à plus de 50% l'effondrement des stocks, à quoi s'ajoute la pollution des eaux et la réduction des espaces de pêche. Le tchof, il est en déclin total. Le tchof, c'est un poisson très prisé. C'est le mérou. C'est le mérou jaune et le mérou noir. C'est des poissons très prisés et d'une valeur très, très, très grande qu'on arrivait à une seule journée de pêche à pêcher 15 à 20 tchofs de 20 kilos, de 15 à 20 kilos. Maintenant, on n'arrive plus à avoir un seul tchof. Mais maintenant, tu ne peux même pas te nourrir toi-même. Donc, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas instruire tes enfants. Nous avons une urgence, en Afrique. L'urgence d'essayer de mettre des politiques réelles, des politiques de pêche durable. Pas de politique uniquement le profit économique, mais de politiques de pêche durable. Ce que cet épisode révèle, c'est qu'on ne pourra pas atteindre la souveraineté alimentaire sans défendre la souveraineté halieutique. Dans notre prochain épisode, nous irons là où la souveraineté alimentaire prend racine, au cœur des vivres traditionnels, des marchés et des pratiques locales. Rendez-vous très bientôt dans Grain de sel, le podcast qui explore les chemins de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et au-delà. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et nous voilà que godo.
Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Arcalafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion.